C'est une nuit orageuse et pluvieuse dans la ville de Surat Thani, au sud de la Thaïlande. Et au-dessus de l'aéroport principal de la ville, un Airbus A310 est suspendu dans le ciel comme une croix, sur le point de tomber. Il n'y a aucune raison technique pour que cela se produise, alors qu'est-ce qui a mené à cette situation ? Le 11 décembre 1998, l'équipage de Thai Airways est arrivé à l'aéroport international Don Mueang à Bangkok pour assurer le vol 261 qui était une courte liaison intérieure vers Surat Thani. L'appareil qu'il devait piloter était un Airbus A310 gros porteur, probablement le plus petit gros porteur jamais construit, mais il était tout de même largement assez grand pour ce vol intérieur d'1 heure avec seulement 132 passagers prévus. On ne sait pas exactement pourquoi cet A310 a été utilisé, alors qu'un Boeing 737-400 de Thai Airways aurait été mieux adapté, mais c'était peut-être simplement l'appareil disponible cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, avec si peu de passagers, l'A310 n'était rempli qu'à un peu plus de la moitié, mais il transportait quand même un équipage complet de 12 membres de cabine plus les 2 pilotes, soit 146 personnes à bord. L'âge des membres d'équipage de conduite n'a pas été précisé dans le rapport final, mais nous savons que le commandant de bord volait pour Thai Airways depuis de nombreuses années à ce moment-là et totalisait 10 167 heures de vol. Cela comprenait plus de 3000 heures sur l'Airbus A310 et son grand cousin l'A300 qui partagent une qualification de type commune. Le copilote avait moins d'expérience, mais n'était pas non plus un débutant. Il totalisait 2839 heures de vol, dont presque toutes avaient été effectuées sur ce type d'appareil en particulier. Les 2 pilotes s'étaient bien reposés avant le vol, avec plus de 20 heures de repos hors service. Il convient toutefois de noter ici que le commandant de bord avait enregistré plus de 108 heures de vol au cours des 30 jours précédents, ce qui aurait été proche, voire au-delà, des limites de temps de service actuelles. Il avait donc beaucoup travaillé. Le rapport final ne mentionne aucune infraction au temps de service ici, donc il est très probable que les exigences thaïlandaises en matière de temps de service en 1998 n'étaient pas aussi strictes. Mais évidemment, nous avons maintenant des limites strictes, car travailler plus d'heures pourrait entraîner une fatigue chronique, et c'est un point à garder à l'esprit. Quoi qu'il en soit, avant de sortir de l'avion, les pilotes ont examiné leurs documents d'exploitation qui comprenaient les prévisions météorologiques, les NOTAM ou notices aux navigants aériens, ainsi que le carnet technique de l'avion. Dès lors, ils constatèrent que l'avion fonctionnait parfaitement, sans défaut pertinent pour cette histoire. Mais on ne pouvait pas en dire autant de leur aéroport de destination Surat Thani. Il était en cours de rénovation depuis quelques années, avec un rythme qui s'était accéléré à la fin de 1998. Et le département de l'aviation de Thaïlande avait donc publié plusieurs NOTAMs, signalant plusieurs systèmes hors service. D'abord, le système d'atterrissage aux instruments, ILS, qui aide à l'approche de précision, était hors service depuis janvier 1997. Et en septembre 1998, le système d'éclairage d'approche avait également été éteint. Ensuite, en novembre, l'indicateur de trajectoire d'approche de précision, ou feu PAPI, qui nous indique si nous approchons trop haut ou trop bas, a également cessé de fonctionner. Et tandis que les feux PAPI du côté gauche de la piste ont rapidement été rétablis, ceux du côté droit ne l'ont pas été. Ensuite, le radiophare non directionnel qui se trouvait à l'aéroport, utilisé comme aide à la navigation de secours, était en cours de déplacement, donc il ne fonctionnait pas non plus. Et enfin, l'aéroport avait désactivé l'un de ses 2 circuits électriques redondants alimentant l'éclairage des bords et du seuil de piste. Donc, à cause de cela, seule une lumière sur 2 était allumée. Un NOTAM spécifique à ce sujet indiquait que l'espacement entre les feux de bord de piste était donc porté à 120 mètres au lieu de 60, et à 6 mètres au lieu de 3 mètres pour les feux de seuil. Tout cela représentait clairement une dégradation assez sérieuse des capacités de Surat Thani en matière d'opération de nuit ou par faible visibilité. Et en fait, l'aéroport ne répondait plus aux exigences minimales en matière d'équipement pour les opérations par faible visibilité selon les règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Vous voyez, l'OACI établit des règles très claires concernant le type d'équipement qui peut manquer ou être dégradé en fonction du type d'approche qui va être effectuée. Donc,
Si plusieurs éléments manquent, la piste pourrait seulement être autorisée à être utilisée par très bonne visibilité ou avec une base de nuages élevée. De plus, pour les pistes utilisées en faible visibilité, l'OACI impose un espacement maximal de 60 mètres entre les feux de bord de piste afin de rendre la piste aussi identifiable que possible, ce qui, évidemment, n'était pas respecté ici. Donc, avec tout cela, vous pourriez vous demander s'il était même autorisé de faire partir un vol vers cet aéroport de nuit, et la réponse est en fait oui. Comme déjà dit, les pilotes doivent relever la visibilité minimale requise pour une approche selon les systèmes d'éclairage hors service ou actifs. Mais même si la visibilité prévue ne répond pas à ces nouvelles exigences, nous pouvons quand même faire partir un vol vers cet aéroport tant que nous avons suffisamment de carburant pour atteindre au moins 2 aéroports de dégagement qui disposent de meilleures conditions météorologiques et d'équipements suffisants pour satisfaire à toutes les règles. Ainsi, ces pilotes ont sans doute lu les NOTAMs et prévisions météo, estimant devoir prendre ces précautions, mais qu'en cas de souci, ils pourraient simplement se dérouter. Les prévisions pour Surat Thani ce jour-là montraient que, dans l'ensemble, les conditions étaient plutôt bonnes, avec une visibilité de 7 km et des averses de pluie intermittentes, des nuages épars à fragmenter à 1800 pieds et une couche nuageuse continue à 11 000 pieds. Mais il était également indiqué que des orages intermittents pouvaient traverser l'aéroport, réduisant temporairement la visibilité à 1500 mètres. Sous la pluie, avec des nuages épars à 1200 pieds, fragmentés à 2000 pieds et des vents variables à 15 nœuds, des rafales jusqu'à 25 nœuds. Maintenant, si le vol 261 devait rencontrer ces conditions, alors atterrir à l'aéroport avec son éclairage dégradé et sans ILS pourrait être difficile, voire impossible. Ces conditions étant intermittentes, les pilotes pensaient sans doute pouvoir attendre une amélioration de la visibilité. Quoi qu'il en soit, à cause de cela, ils ont maintenant chargé l'avion avec 15,7 tonnes de carburant, ce qui était suffisant pour voler jusqu'à leur destination, effectuer plusieurs approches, patienter un moment, puis finalement revenir jusqu'à Bangkok si nécessaire. Et ce carburant supplémentaire a porté le poids total au décollage à environ 108 tonnes, ce qui restait bien en dessous du poids maximal au décollage de l'A310, qui est de 142 tonnes. Ce qui signifie que l'avion serait donc relativement léger. Et même si cela pourrait sembler être une bonne chose, dans cette histoire en particulier, cela allait entraîner des conséquences vraiment désagréables. Et à ce propos, saviez-vous que les escrocs peuvent désormais utiliser l'IA pour cloner des voix ? Eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent d'abord votre numéro de téléphone auprès de courtiers en données, puis ils vous passent un appel automatisé pour enregistrer un échantillon de votre voix, qui est ensuite cloné grâce à l'IA. Ils peuvent ensuite utiliser ce clone de voix pour appeler vos proches en se faisant passer pour vous lors d'une urgence et demander de l'argent. Et comme cela aura exactement votre voix, ça fonctionne souvent. Dans ma famille, nous avons adopté un mot de passe pour cette raison, et je recommande aussi d'utiliser le sponsor du jour, Incogni. Dès que vous vous inscrivez chez eux, ils commencent à scanner tous les courtiers en données pour trouver vos informations, et lorsqu'ils les trouvent, ils envoient une demande pour supprimer vos données de leur service. Incogni s'occupera ensuite de toute la paperasse nécessaire, fera le suivi en cas d'objection, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes vos données aient été supprimées. Ils continueront à rechercher vos données tant que vous resterez chez eux. Théoriquement, vous pourriez faire tout cela vous-même, mais cela vous prendrait énormément de temps car il existe tellement de courtiers en données. Je vous recommande donc vivement d'utiliser Incogni à la place, c'est ce que j'ai fait. Après l'inscription, vous suivez leur progression en temps réel sur leur tableau de bord, ce qui est génial. De plus, avec leur formule famille et amis, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 proches à votre abonnement, ce qui est vraiment appréciable. Alors, pour commencer et bénéficier d'une superbe réduction de 60%, cliquez sur ce QR code ou rendez-vous sur incogni.com/pilot. N'oubliez pas d'utiliser le code pilote lors du paiement. Merci à Incogni. Revenons à la vidéo. Après les vérifications avant vol, le vol 261 a repoussé, roulé vers la piste puis décollé à 15h54, grimpant dans la soirée, le commandant de bord pilotant et le copilote assurant les communications radio. La montée jusqu'à leur altitude de croisière de 31 000 pieds s'est ensuite déroulée sans incident et ils ont continué vers le sud pendant environ une demi-heure sans aucun problème.
Puis, à 18h26, alors qu'ils étaient à peu près à mi-parcours du vol, le copilote a contacté l'approche de Surat Thani et on lui a indiqué de s'attendre à une approche VOR-DME sur la piste 2-2. Les pilotes ont accepté, préparé et fait le briefing pour cette approche, puis le contrôleur aérien leur a donné des vecteurs radars et des autorisations de descente. Mais avant d'en arriver là, nous devons parler un peu des procédures spécifiques impliquées dans cette approche qu'ils allaient bientôt effectuer. Ou plutôt des procédures, car dans un rebondissement très étrange, il y en avait en réalité deux. Une approche VOR-DME est une approche de non-précision, offrant un guidage latéral au pilote pour s'aligner avec la piste, mais sans indication verticale pour descendre selon la pente correcte. Pour effectuer ce type d'approche, les pilotes doivent d'abord se caler sur une balise radio VOR ou radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence située à l'aéroport ou à proximité. Et ce VOR émettra alors des signaux modulés qui permettront au récepteur VOR de l'avion de déterminer l'azimut exact entre le VOR et l'appareil. Comme les rayons d'une roue de vélo divisés en 360 degrés, appelés radiales. Lors de l'approche VOR, les pilotes vont alors voler en direction du VOR sur une radiale spécifique qui sera alignée avec le cap de la piste, tout en descendant à des altitudes prédéterminées à certaines distances de la piste. Et ces distances sont surveillées en se calant sur un équipement de mesure de distance, ou DME, qui est généralement situé au même endroit que le VOR, d'où le nom VOR-DME. Pour la piste 2-2 à Surat Thani, l'approche VOR était inhabituelle, car la trajectoire d'approche était nettement décalée par rapport à l'axe de la piste. Cela aurait pu avoir plusieurs raisons, mais ici, le VOR était placé à gauche de l'aéroport, vu depuis la piste 2-2 et non sur l'axe central. Et cela signifiait que voler tout droit vers lui avec le cap de piste de 225 degrés ferait que l'avion volerait sur le côté gauche de la trajectoire d'approche finale pendant toute l'approche. Ainsi, cette approche VOR-DME a donc été conçue avec une trajectoire d'approche décalée de manière à ce que l'avion commence trop à droite de l'axe central avant de croiser le prolongement de l'axe de piste près du seuil. Ainsi, si la piste est en vue à ce moment-là, les pilotes peuvent simplement effectuer un léger virage à droite et s'aligner avec l'axe central de la piste juste avant l'atterrissage. Le département de l'aviation thaïlandais avait alors produit une carte d'approche VOR-DME avec un cap d'approche de 204 degrés, ce qui signifiait un très grand décalage de 21 degrés. Et si cette trajectoire était suivie, cela amènerait l'avion à croiser l'axe central prolongé de la piste à une distance de 1800 mètres du seuil, ce qui était plutôt correct. Et cette carte était disponible dans le cockpit du vol 261, mais ce n'était pas la seule carte qu'ils avaient. Vous voyez, la compagnie Thai Airways avait également produit sa propre carte pour l'approche VOR de la piste 2-2 et elle comportait un certain nombre de différences clés. Les deux cartes montraient des points d'approche interrompus différents où les pilotes doivent remettre les gaz s'ils ne voient pas la piste. Elles indiquaient également des altitudes différentes auxquelles le pilote devait monter en cas de remise des gaz, et la carte du département de l'aviation ne précisait étrangement pas de visibilité minimale, tandis que la carte de Thai Airways imposait un minimum de 2000 mètres. Mais enfin, la carte de Thai Airways indiquait également une route d'approche de 215 degrés au lieu des 204 degrés indiqués sur la carte du département de l'aviation. Et cela signifiait qu'elle était bien plus proche du cap de piste de 225 degrés, nécessitant ainsi un virage moins important pour s'aligner. Mais cela signifiait aussi que la route d'approche croiserait l'axe prolongé de la piste plus loin du seuil, à une distance de 4800 mètres pour être exact. En pratique, cela signifiait qu'une visibilité plus élevée était nécessaire pour la variante d'approche de Thai Airways, car le virage à droite, pour s'aligner visuellement avec la piste, devait se faire plus loin. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, la visibilité minimale indiquée sur la carte de Thai Airways n'était que de 2000 mètres. Donc, si les pilotes apercevaient la piste à cette distance, ils auraient déjà dépassé l'axe central vers la gauche, ce qui rendrait la manœuvre d'atterrissage difficile. En réalité, la visibilité minimale pratique avec cette approche était bien supérieure à celle indiquée, mais cela n'était mentionné nulle part. Peut-être que vous commencez à voir le problème ?
De retour à bord du vol 261, les vecteurs du contrôleur les avaient vite placés sur l'approche et, à 18h37, quand l'enregistreur phonique du poste de pilotage a démarré, ils étaient déjà alignés vers le VOR. Les deux pilotes utilisaient la carte d'approche de Thai Airways avec une trajectoire d'arrivée de 215 degrés, celle où le virage visuel vers la piste devait être effectué à environ 4800 mètres. Mais lorsque les pilotes ont contacté la tour, on leur a dit que le dernier bulletin météo indiquait des vents calmes, une visibilité de 1500 mètres sous une pluie légère et une base des nuages à 1800 pieds. Ce qui était évidemment bien inférieur à la visibilité minimale de 2000 mètres indiquée sur leur carte d'approche. Et cela, même avant de considérer l'impact des feux hors service à l'aéroport. Dans cette situation, dans la plupart des pays, nous avons ce qu'on appelle une interdiction d'approche, qui stipule qu'il n'est pas légal de poursuivre une approche au-delà du repère d'approche finale ou d'une position équivalente, à moins que la visibilité rapportée ne s'améliore au-dessus des minimums. Et nous avons cette règle parce que si la visibilité est en dessous du minimum, les chances d'un atterrissage réussi sont tout simplement très faibles. Il n'y a donc vraiment aucune raison de se mettre dans une situation où l'on est proche du sol en conditions de vol aux instruments, en espérant simplement que la piste apparaisse miraculeusement devant soi. Cette interdiction d'approche donne en fait aux équipages les outils nécessaires pour dire non dès le début, remonter et se mettre en attente jusqu'à ce que la visibilité s'améliore ou qu'un déroutement soit engagé. Mais dans ce cas, les pilotes ont décidé de tenter l'approche malgré tout et le rapport final n'explique pas vraiment pourquoi, ni ne considère cela comme une infraction grave. Il est possible qu'il y ait eu une confusion concernant la visibilité minimale parce que la carte DOA n'en précisait pas. Peut-être que chez Thai Airways, il était habituel d'ignorer leur minimum ou ils pensaient que les conditions s'amélioreraient avant d'atteindre la piste, car les prévisions annonçaient que la faible visibilité serait temporaire. Nous ne le savons tout simplement pas. Quoi qu'il en soit, après avoir passé le point d'approche intermédiaire à 11 miles du VOR, le contrôleur aérien a rappelé aux pilotes que les feux PAPI du côté droit étaient hors service et que l'espacement des feux de bord et de seuil de piste avait été augmenté. Les pilotes ont accusé réception, poursuivi la checklist d'atterrissage, sorti le train et les volets à fond, puis informé l'équipage cabine de se préparer à l'atterrissage. Devant eux, les feux d'atterrissage n'éclairaient plus que nuages et pluie, tandis que les essuie-glaces balayaient pour garder les vitres dégagées. À 18h41, le copilote a signalé qu'ils avaient atteint le point d'approche final, situé à 6 miles nautiques du VOR, ce qui, comme je l'ai mentionné, est la distance maximale à laquelle on peut normalement aller légalement si la visibilité est inférieure au minimum. Mais au lieu d'abandonner l'approche à ce point, les pilotes ont simplement poursuivi leur descente jusqu'à l'altitude minimale de descente, ou MDA, de 430 pieds, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Aujourd'hui, cela constituerait une infraction assez grave qui vous ferait certainement échouer un contrôle en ligne si vous en passiez un, mais il est possible que les règles aient été différentes en Thaïlande à l'époque ou que ce genre de pratique ait été banalisé chez Thai Airways pour une raison quelconque. Le contrôleur a signalé que l'avion n'était pas visible, mais il a autorisé l'atterrissage en leur donnant une nouvelle info sur le vent, 310 degrés à 5 nœuds. Le copilote a collationné l'autorisation d'atterrissage, puis la tour les a prévenus que la piste était mouillée. Après cela, le copilote a rapidement vérifié que la checklist d'atterrissage avait été complétée et, quelques instants plus tard, le contrôleur aérien a de nouveau demandé s'ils avaient la piste en vue. À ce moment, les faibles lumières de la piste sont apparues dans la brume et le copilote a confirmé qu'il voyait la piste. Ensuite, le commandant de bord a déconnecté le pilote automatique et l'automanette, puis a dirigé l'avion vers le cap de la piste. Le copilote a constaté qu'il n'était pas bien aligné pour l'atterrissage et a dit « Remontez, 2000 affichés, commandant », mentionnant l'altitude de remise des gaz. Probablement à cause de l'approche décalée et de la faible visibilité, ils ont vu la piste trop tard. Donc, effectuer ce virage à droite à vue pour s'aligner correctement avec la piste n'était désormais plus possible, ce qui, pour être honnête, était assez prévisible. Mais malgré cela, le commandant de bord a alors demandé « C'est bien celle de droite ?» Et le copilote a répété « Droite, droite, côté droit. » Où ? A demandé le commandant de bord, ce à quoi le copilote a de nouveau répété sa réponse. Et à ce moment-là, le commandant de bord a simplement juré et a dit « D'accord, d'accord, c'est bon, remise de gaz. »
Il a engagé la procédure de remise de gaz en augmentant lentement la poussée vers la position TOGA, Take Off Go Around, permettant à l'assiette de monter doucement vers l'attitude de remise de gaz. La remise de gaz sur l'Airbus A310 se faisait en augmentant la poussée jusqu'à TOGA. Maintenir l'assiette à un maximum de 18 degrés, cabrer l'avion puis rentrer le train d'atterrissage et ensuite les volets avant de monter à l'altitude de remise de gaz qui dans ce cas était de 2000 pieds. Mais un aspect contre-intuitif de cette procédure était que, pour maintenir une assiette de 18 degrés, les pilotes pouvaient en fait devoir pousser les commandes vers l'avant au lieu de tirer dessus. Et cela s'explique par le fait que les avions dont les moteurs sont montés sous le centre de masse, comme c'était le cas de l'Airbus A310, subissent un moment de cabrage lorsque la poussée des moteurs est augmentée. Et cela est particulièrement perceptible lorsque l'avion est léger, comme c'était le cas ici. Maintenant, imaginez un avion en 2 dimensions fixé à un mur avec une épingle passant par le centre de masse. Si vous saisissez ensuite l'avion sous cette épingle et que vous le poussez vers l'avant, il va alors pivoter autour de l'épingle, ce qui va faire monter le nez, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe, et ces avions feront pareil. Lorsque le pilote automatique est engagé, il corrige le cabrage en appliquant de la profondeur vers le bas pour limiter l'assiette à 18 degrés. Si le pilote automatique est désactivé, le pilote devra alors ajuster l'assiette manuellement. Et dans certains cas, cela peut nécessiter une action de contrôle assez rapide et ferme pour empêcher que l'assiette ne devienne trop élevée. Dans ce cas, cependant, le commandant de bord a été assez prudent avec son augmentation de poussée, prenant 23 secondes complètes pour atteindre la position TOGA. Et même si c'était le cas, il n'a pourtant pas donné suffisamment d'ordre à piquer ici. L'assiette a d'abord monté à 24 degrés, puis il l'a ramenée à 18. Une mise en cabré involontaire de 25 degrés ou plus est considérée comme une situation inhabituelle en vol. Donc ce n'était pas idéal. Néanmoins, le commandant de bord a gardé le contrôle de l'avion et les pilotes ont exécuté le reste de la procédure de remise de gaz sans réel problème, remontant à 2000 pieds puis demandant à revenir. Retour au repère d'approche finale que le contrôleur aérien leur a rapidement accordé. Après le virage initial, le commandant a indiqué à son copilote qu'il allait effectuer une manœuvre de retournement en goutte d'eau puis retenter l'approche. Et il a ensuite ajouté « Trop près, on était décalé sur la gauche, non ?» En plus de cela, il a également mentionné qu'il y avait eu un taux de montée élevé pendant la remise de gaz, ce à quoi le copilote a justement répondu « C'est peut-être parce qu'on est très léger ». Mais il n'y a pas eu de discussion supplémentaire à ce sujet, ni de débriefing interne sur la façon de l'éviter la prochaine fois, ni aucune discussion sur la mauvaise météo à ce moment-là. Les pilotes ont réalisé la manœuvre en goutte d'eau, puis sont repartis pour une seconde approche. À ce stade, il aurait été beaucoup plus logique d'entrer en circuit d'attente et d'attendre que la visibilité s'améliore. Après tout, ils avaient suffisamment de carburant à bord, mais aucun des 2 pilotes ne semblait vouloir le suggérer. À la place, le copilote a simplement demandé à demi-mot « Voulez-vous que je demande s'il pleut sur l'aérodrome ou non ?» Le commandant de bord lui a alors conseillé de demander la visibilité, ce qui est logique. Mais le copilote a quand même posé la question pour savoir s'il pleuvait. À cela, le contrôleur lui a répondu que oui, il y avait une légère pluie sur l'aérodrome. Les enquêteurs ont noté que le copilote n'avait peut-être pas bien entendu l'instruction du commandant de bord de demander plutôt la visibilité, car le commandant de bord semblait parler très doucement. Mais si c'était le cas, le commandant de bord aurait pu tout simplement répéter sa demande. Mais cela ne s'est pas produit ici, ce qui indique peut-être un certain manque de gestion des ressources de l'équipage, ce dont cet équipage allait certainement avoir besoin. Les pilotes, après avoir brièvement informé les passagers de l'échec de l'atterrissage et de la nouvelle tentative, se sont de nouveau alignés pour l'approche VOR. Ils ont ensuite pris la route d'approche de 215 degrés, ont de nouveau complété la checklist d'atterrissage et ont commencé la descente. À 18h52, le contrôleur aérien a de nouveau autorisé le vol 261 à atterrir et, 1 minute plus tard, on pouvait entendre le commandant de bord se plaindre de la trajectoire d'approche décalée, notant qu'il était difficile d'atterrir ainsi, ce à quoi le copilote a acquiescé. En arrière-plan, l'enregistreur phonique du cockpit a capté le bruit des essuie-glaces fonctionnant à grande vitesse et, comme nous pouvions l'entendre, le contrôleur de la tour est également intervenu pour demander leurs intentions.
Le copilote a répondu qu'à ce moment-là, la piste n'était toujours pas en vue et 5 secondes plus tard, le commandant de bord a demandé si la piste se trouvait sur la droite, ce à quoi le copilote a répondu qu'il n'était pas sûr, il ne voyait que des lumières rouges intermittentes. Le commandant de bord ajouta alors qu'ils étaient trop à gauche de la piste et demanda s'ils l'avaient déjà dépassée, suggérant qu'ils devraient remettre les gaz. Le copilote confirma que l'altitude de remise des gaz de 2000 pieds était réglée et le commandant actionna de nouveau les interrupteurs de remise des gaz sur les manettes de poussée. Cette fois, le pilote automatique et l'automanette sont passés en mode remise des gaz automatique, car ils n'avaient jamais déconnecté les automatismes pendant l'approche. L'automanette a monté les moteurs à la poussée Toga en 8 secondes, tandis que le pilote automatique appliquait une action à piquer sur la profondeur pour limiter l'assiette à 18 degrés de façon fluide et contrôlée. L'avion est alors remonté à 2000 pieds et a exécuté la checklist de remise des gaz, puis le commandant de bord a dit que cette fois, il les amènerait jusqu'au point d'approche intermédiaire à 11 miles du VER avant de revenir. Peut-être voulait-il faire cela pour ralentir un peu les choses et permettre à la météo de s'améliorer, mais cela n'a jamais vraiment été discuté. Il a également continué à se plaindre du fait que l'approche n'était pas alignée avec la piste. Et le copilote a expliqué qu'il avait vu des lumières plus tôt, mais qu'avec autant de feux de piste hors service, il n'était pas sûr d'avoir vu la piste ou un bateau de pêche. Il ne voulait pas induire le commandant de bord en erreur. Pour être honnête, s'il y avait un doute entre ces deux, c'était sûrement une bonne idée. À ce stade, les pilotes devaient également faire un choix sur la façon dont ils allaient procéder, et s'ils devaient même tenter une troisième approche, ce qui, à mon avis, aurait dû être un choix assez facile. Dans mon ancienne compagnie aérienne, une troisième approche était interdite sauf si la visibilité doublait par rapport aux tentatives précédentes et dépassait clairement les minimums requis. Donc, pour être réaliste, la meilleure chose à faire ici aurait été soit de s'arrêter et d'attendre que la visibilité s'améliore considérablement, soit simplement de se dérouter vers Bangkok. Au lieu de cette discussion cruciale, le commandant a juste dit au copilote de demander une autre approche, ce qu'il fit aussitôt. Très probablement, le commandant de bord ressentait ici une certaine pression pour amener ses passagers à destination, qu'il se soit mis cette pression lui-même ou non, et il s'est donc concentré uniquement sur l'accomplissement de cet objectif. Et avec cet état d'esprit, il a dû conclure qu'il n'y avait aucun mal à simplement réessayer. Peut-être que cette fois-ci, cela fonctionnerait. Mais en réalité, si vous avez échoué 2 fois, il est probable d'échouer une 3e fois. Et si vous le faites, alors vous serez encore plus fatigué que lors des 2 premières tentatives. Et c'est là que le pilote en surveillance doit intervenir et devenir la voix de la raison. Mais hélas, ce n'est pas arrivé. Au lieu de cela, le commandant de bord a maintenant fait une autre annonce aux passagers, les informant qu'il tenterait l'approche une fois de plus, puis retournerait à Bangkok si cela échouait. Mais il n'y a toujours pas eu de discussion autour de cette décision avec son copilote. Alors qu'il se positionnait pour la 3e approche en traversant les nuages et la pluie, le commandant de bord était manifestement encore concentré sur les approches précédentes qui avaient échoué. Il s'est plaint qu'ils n'avaient pas pu tourner à temps parce qu'ils avaient eu la piste en vue trop près de la piste, et il a plaisanté nerveusement en disant que s'il n'atterrissait pas à temps, eh bien cet avion pourrait ne pas être disponible pour ses prochains vols prévus vers Chiang Mai. Puis, alors qu'ils effectuaient la checklist d'atterrissage pour la 3e fois, il a répété à plusieurs reprises que c'était trop proche, et il a ensuite demandé à son copilote d'informer les opérations de Thai Airways de leur intention de retourner à Bangkok si cette approche échouait. Quelques instants plus tard, à 19h05, les pires craintes du commandant de bord se sont confirmées lorsque le contrôleur aérien leur a annoncé que la visibilité était désormais réduite à seulement 1000 mètres. Sur l'enregistreur de la cabine, on entendait le commandant marmonner « 1000 mètres, impossible ». Et cela montrait clairement qu'il savait que poursuivre cette approche au-delà de ce point était probablement une pure folie. Mais peut-être par un espoir mal placé que, d'une manière ou d'une autre, cette approche serait différente, il ne l'a pourtant pas abandonnée. Rappelez-vous ce que j'ai dit, les minimums servent à empêcher des pilotes comme nous d'avancer dans de mauvaises conditions en espérant un miracle. Eh bien, c'est un excellent exemple qui montre pourquoi c'est le cas. Le copilote a alors de nouveau demandé au contrôleur aérien s'il pleuvait sur l'aérodrome, et elle a répondu qu'il y avait effectivement encore une légère pluie et que la piste était mouillée, puis elle les a autorisés à atterrir.
Le commandant de bord a répondu qu'étant autorisé à atterrir, il pouvait tenter l'approche, laissant entendre que cette autorisation a sans doute été décisive, bien que le contrôleur n'ait aucun pouvoir sur ce choix. Après avoir terminé la checklist d'atterrissage, le commandant de bord a confirmé qu'ils étaient sur la trajectoire, puis il a demandé au copilote s'il voyait la piste cette fois, mais il n'a reçu aucune réponse. 100 pieds au-dessus de la altitude minimale de descente, le commandant a déconnecté le pilote automatique et tenté de s'aligner vers la piste présumée. Mais quelques secondes plus tard, les feux de la piste sont apparus à travers la pluie. Comme prévu, ils étaient encore bien trop loin sur la droite. Le commandant de bord a dit « Oh, on n'y arrivera pas, on ne peut pas atterrir », puis a demandé une troisième remise de gaz de la nuit. Le copilote lui a demandé d'actionner l'interrupteur ou le levier de remise de gaz, ce qu'il a fait, mais cette fois, il y avait une différence cruciale. Vous voyez, il n'avait pas déconnecté l'automanette. Souvenez-vous qu'à la première remise de gaz, pilote automatique et automanette étaient déconnectés et le commandant avait augmenté la poussée manuellement très lentement sur 23 secondes, peinant ainsi à maintenir l'assiette avec le manche. Lors de la seconde remise de gaz, les deux systèmes automatiques étaient déjà engagés. Ainsi, alors que l'automanette avait augmenté la poussée rapidement en seulement 8 secondes, le pilote automatique avait rapidement compensé le cabrage soudain pour maintenir l'assiette à 18 degrés ou moins. Ces deux précédentes remises de gaz avaient sans doute influencé les attentes inconscientes du commandant pour le début de la troisième. Mais c'est cette fois-ci que l'automanette a augmenté la poussée jusqu'à Toga en 8 secondes. Le pilote automatique n'était pas là pour aider, donc c'était maintenant entièrement à lui de maintenir l'assiette avec le manche à balai. Dans un avion aussi léger, à ce stade, réduit à seulement 102 tonnes et avec un centre de gravité légèrement reculé, il faudrait une action assez agressive sur le manche à balai pour piquer du nez. Ceci était d'autant plus vrai car, en mode remise de gaz, l'automanette de l'Airbus A310 semble toujours utiliser la poussée maximale, soit ici 102% N1. C'est bien plus que ce dont cet avion avait besoin pour cette remise de gaz, et je suis surpris que cela ait été configuré ainsi. Sur le Boeing 737 que je pilote, appuyer une fois sur les boutons Toga donne une poussée de remise de gaz réduite d'environ 90% N1, ce qui permet une remise de gaz douce et contrôlée avec un taux de montée d'environ 2000 pieds par minute. Et si vous voulez la poussée maximale pour une raison quelconque, eh bien, il faut alors appuyer de nouveau sur l'interrupteur. Mais d'après ce que je peux voir, l'Airbus A310 ne semble pas avoir cette option. Si vous êtes ou avez été pilote d'A310, indiquez-le en commentaire ci-dessous si c'est le cas. Dans tous les cas, le fait que les moteurs montaient ainsi en régime a entraîné un mouvement d'assiette vers le haut très rapide qui a dû être contré agressivement. Mais il semble qu'à ce moment-là, l'esprit du commandant de bord était encore concentré sur les raisons des approches manquées, car même lorsqu'il a fait l'annonce standard de remise de gaz, il a aussi ajouté des choses comme « trop proche »,« impossible d'atterrir ». Pendant ce temps, le nez de son avion montait de plus en plus haut, dépassant 18 degrés en seulement quelques secondes, donc il devait réagir immédiatement à cela, mais à cause de sa distraction et de sa complaisance, cela ne s'est pas produit. Cette séquence d'événements est en fait étrangement similaire à un autre accident impliquant l'Airbus A300 très similaire qui s'était produit plus tôt la même année. En février 1998, le vol 676 de China Airlines approchait de Taipei à Taïwan lorsque le commandant de bord a décidé d'effectuer une remise de gaz. Quelques instants plus tôt, il avait exercé une force sur le manche à balai suffisante pour déclencher la déconnexion automatique du pilote automatique, ce qu'il avait remarqué, mais sans l'assimiler complètement en appuyant sur les boutons de remise de gaz. L'automanette a alors rapidement augmenté la puissance des moteurs et le nez de l'avion est monté, mais le commandant n'est pas intervenu tout de suite, pensant que le pilote automatique maintiendrait l'assiette. Et par conséquent, l'angle d'assiette a rapidement dépassé 40 degrés vers le haut, l'avion a décroché, et le vol 676 s'est écrasé dans une rue résidentielle avant que le commandant de bord n'ait eu la moindre chance de reprendre le contrôle. Le triste résultat fut la perte de 202 vies. Il est probable que le commandant de bord de China Airlines et l'autre commandant comprenaient la physique en jeu. Ils savaient que leur moteur bas entraînerait un cabrage lors de l'augmentation de la poussée. Alors,
Pourquoi aucun des deux n'a réagi? Ce n'était pas parce qu'ils ne comprenaient pas le principe, mais probablement parce que leur modèle mental de la réaction de l'avion à leurs actions était basé sur des conditions de départ inexactes. Le commandant de bord de China Airlines n'avait pas remarqué la désactivation du pilote automatique et n'était donc pas prêt à reprendre manuellement le contrôle de l'assiette de l'avion. Et le commandant de bord de cet avion savait que le pilote automatique était désactivé car il l'avait volontairement déconnecté quelques secondes plus tôt. Mais il n'avait pas pris le temps d'anticiper comment l'avion réagirait alors que l'automanette était toujours activée, et en quoi cela serait différent des deux précédentes remises de gaz. En plus de cela, il était probablement encore sous le stress de ces 3 approches ratées et se sentait sans doute assez frustré, ce qui a pu diminuer sa concentration sur les compétences de pilotage de base qui s'imposaient à lui à ce moment-là. Et d'ailleurs, sur le 737, nous n'avons pas la capacité de remise de gaz automatique pour la plupart de nos approches, seulement pour les atterrissages automatiques, donc nous sommes assez familiers avec la gestion des remises de gaz manuelles. Mais sur un avion comme l'Airbus A310, qui peut effectuer des remises de gaz automatiques, je peux comprendre comment les exigences d'une remise de gaz manuelle soudaine pourraient prendre un pilote au dépourvu. Mais le résultat de tous ces facteurs, c'est que le commandant de bord a alors poussé le manche à balai vers l'avant beaucoup trop doucement pour empêcher l'assiette d'augmenter. En fait, il a utilisé moins de 50% du débattement disponible qui était à sa disposition et, par conséquent, l'assiette a augmenté au-delà de 18 degrés, puis 25, puis 30, puis presque 40 degrés. À ce moment, le commandant a poussé le manche à balai vers l'avant durant environ 56 secondes, ramenant brièvement le nez à 30 degrés, puis l'a relâché. Le nez est remonté au-delà de 40 degrés, puis presque jusqu'à 50, ce qui est incroyable. Évidemment, cela a fait chuter rapidement la vitesse de l'avion, et son angle d'attaque s'est rapidement rapproché de celui nécessaire pour un décrochage aérodynamique. Vu du sol, si quelqu'un avait pu voir cela, on aurait eu l'impression que l'avion était pratiquement suspendu, presque immobile dans le ciel, comme une grande croix. 19 secondes après que le commandant ait actionné les interrupteurs de remise de gaz, l'alarme de décrochage s'est déclenchée, faisant vibrer les manches à balai et retentir une forte alarme en crécelle dans le cockpit. La bonne réaction face à cette alarme aurait été d'abaisser immédiatement le nez de l'avion pour réduire l'angle d'attaque et augmenter la vitesse, ce que nous, les pilotes, pratiquons si souvent que cela devrait devenir une seconde nature pour nous. Mais à maintes reprises, l'histoire a montré que parfois les pilotes réagissent de façon totalement opposée en tirant sur le manche à balai. Nous ne savons pas exactement pourquoi cela se produit, mais il existe quelques hypothèses que nous pouvons avancer. Une possibilité est que lorsqu'une alerte de décrochage surprend un pilote, un instinct plus profond et plus primaire prend le dessus, à savoir l'instinct de tendre la main, de saisir le volant de commande et de le ramener vers soi. C'est peut-être une réaction au stress aigu, un peu comme lorsqu'une situation vous surprend en conduisant et que, soudainement, vous serrez le volant à en avoir les jointures blanches et que vous vous redressez sur votre siège. Cependant, si vous faites cela dans un avion dans ces circonstances, vous risquez de tirer davantage sur le manche et de relever le nez, ce qui, en cas de décrochage, pourrait être fatal. Maintenant, tout l'objectif de l'entraînement au décrochage est de s'assurer que notre réaction instinctive au bruit du vibreur de manche est de pousser les commandes vers l'avant sans même avoir le temps d'y réfléchir. Comme je l'ai dit, parfois, pour certains, cette formation ne s'ancre pas vraiment. Sinon, une autre raison du comportement du commandant de bord pourrait avoir été une sorte d'illusion somatographique inversée. Si vous êtes un spectateur régulier de cette chaîne, vous vous souvenez peut-être que l'illusion somatographique se produit lorsqu'une force d'accélération repousse les pilotes dans leur siège, les amenant à croire à tort que l'avion est en assiette cabrée. Eh bien, dans ce cas, l'avion était réellement en train de cabrer très fortement. Donc, la gravité plaquait les pilotes contre leur siège pendant que les moteurs hurlaient à pleine poussée. Il est donc possible que le commandant de bord se soit désorienté et ait interprété ces signaux comme signifiant que l'avion accélérait rapidement et risquait de dépasser la vitesse limite, à moins qu'il ne cabre pour le ralentir. Quoi qu'il en soit, ce que nous savons, c'est qu'au moment où le copilote s'est exclamé, surpris par l'alarme de décrochage, le commandant de bord a alors saisi son volant de commande et, pendant quelques brèves secondes de panique, l'a tiré vers lui, transformant une situation dangereuse en quelque chose de véritablement catastrophique. L'assiette a rapidement augmenté jusqu'à près de 60 degrés tandis que la vitesse a chuté à moins de 30 nœuds, ce qui a évidemment provoqué un décrochage aérodynamique complet de l'avion.
Et à une altitude de seulement 1880 pieds, cette situation était désormais totalement irrécupérable. La seule façon de regagner de l'énergie aurait été de descendre, mais il ne restait pas assez d'altitude pour reprendre de la vitesse avant de toucher le sol. Quand l'avion a décroché, la perte d'air sur les ailerons a aussi fait perdre le contrôle du roulis. L'appareil s'est alors violemment balancé en chutant. Il a d'abord incliné à 120 degrés vers la droite, puis est revenu 50 degrés à gauche, 60 degrés à droite, puis à nouveau à gauche. Le copilote a alors crié et demandé la pleine poussée, mais les moteurs produisaient déjà cette puissance. Pourtant, le commandant de bord restait cramponné aux manches, le maintenant presque à fond à cabrer. Mais bien sûr, avec l'avion en décrochage aérodynamique complet, son effet était désormais limité, si bien que le nez a fini par s'abaisser de toute façon, passant sous l'horizon, alors que l'appareil plongeait vers le sol en contrebas. Le système d'alerte de proximité du sol s'est déclenché juste à temps. Minimum 100. Et puis tout était terminé. À 19h08:25, le vol 261 s'est écrasé dans une plantation inondée avec une assiette presque neutre et un taux de descente élevé. L'impact a gravement endommagé l'avion, mais grâce à la faible vitesse et au terrain marécageux, 51 des 146 personnes à bord sont mortes lors de l'impact. Malheureusement, un incendie s'est rapidement déclaré sur l'aile gauche, puis s'est propagé rapidement dans le fuselage, obligeant les survivants à fuir du mieux qu'ils pouvaient la cabine gravement endommagée. Et tragiquement, beaucoup n'ont pas pu le faire. Des examens médicaux ont ensuite révélé que 50 personnes sont mortes principalement à cause des effets de l'incendie, portant le bilan total à 101 morts, y compris les 2 pilotes, tandis que seulement 45 ont pu s'échapper. Le rapport final de cet accident fait partie des pires que j'ai jamais lus. Il manquait énormément d'informations essentielles. L'analyse était très superficielle et comportait quelques erreurs factuelles qui ont heureusement été signalées dans les commentaires laissés par le BEA français qui a participé à l'enquête au nom d'Airbus. Mon équipe et moi avons donc combiné les données du vol et la transcription des échanges dans le cockpit avec nos connaissances sur les performances des avions et les facteurs humains pour expliquer les décisions des pilotes et la perte de contrôle de l'avion. Et je tiens particulièrement à souligner 2 choses que je pense que nous pouvons retenir de cela. Premièrement, le commandant de bord de ce vol n'a pas contrôlé efficacement son avion lors des 2 remises de gaz manuelles, car il n'anticipait pas le comportement de l'appareil et ses actions sur les commandes étaient tout simplement trop timides. Ce sont là 2 signes d'un pilote qui peut-être n'a pas eu assez de temps de vol manuel et qui par conséquent n'était pas à l'aise pour utiliser toute l'autorité de contrôle dont il disposait. Donc, si vous êtes pilote, essayez de piloter à la main lorsque c'est sûr et approprié de le faire. La deuxième leçon concerne la prise de risque. Cet équipage a décidé de tenter une 3e approche, et en fait toutes ces approches, dans des conditions dont il savait qu'elles rendraient probablement l'atterrissage impossible. Le commandant a déconnecté le pilote automatique et tenté de s'aligner sur une piste mal visible, plaçant son équipage et l'avion dans une situation nécessitant une remise de gaz manuelle de nuit dans des conditions limites et près du sol. Et c'est une situation dans laquelle nous préférerions ne pas nous retrouver si nous pouvons l'éviter. C'est pourquoi nous sommes censés respecter les minima météorologiques stipulés dès le départ. Je tiens maintenant à remercier chaleureusement ma scénariste Kira pour ce script sur lequel elle a fait un excellent travail. Je suis très fier de toute mon équipe pour tout le travail acharné qu'ils accomplissent, et cela est rendu possible à la fois grâce au soutien de nos sponsors, que j'espère que vous irez découvrir, mais surtout grâce à nos formidables sponsors privés de l'équipe Patreon. Maintenant, si vous souhaitez nous soutenir également et avoir accès à mes prochaines vidéos, aussi bien ici sur Mantour Pilote que sur Blackbox et Mantour Now avant tout le monde, eh bien, scannez ce QR code ou rendez-vous sur patreon.com/join/mentourpilote, parce que j'aimerais vraiment vous y retrouver. Voici également quelques excellents commentaires que vous avez postés sous notre dernière vidéo, et j'adore à la fois y répondre et les lire. Ils sont super. Je suis Peter Hernfeldt, vous êtes sur Mantour Pilot. Passez une excellente journée, à la prochaine. Au revoir.